Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Eric Roubache, je suis rédacteur en chef d'Arts et Métiers Magazine. Dans la petite mallette qui vous a été, dans le petit bag, pardon, qui vous a été distribué, vous avez aussi la dernière édition d'Arts et Métiers Magazine, 180 pages de bonheur autour de l'industrie. Bon, alors, bienvenue à cette table ronde de ce Tech Show. Le thème de cette matinée, évidemment, est consacré à l'innovation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la chance de pénétrer dans les coulisses de l'innovation, de grands groupes industriels et d'acteurs académiques. Ensemble, nous allons découvrir comment ces organisations pensent, structurent et gèrent leur processus d'innovation, en y intégrant la recherche partenariale comme ressource, mais aussi parfois comme moteur de compétitivité, de souveraineté et de structuration. Alors, avec nous pour en parler, le professeur Améziane Aoussad, bonjour. Alors, Améziane, vous êtes directeur du laboratoire de conception de produits et d'innovation à l'ENSAM. Avec vous, nous vous remercions d'ailleurs parce que vous êtes celui qui fera la synthèse de cette heure d'intervention. Donc merci, on vous a désigné. Madame Anne Barusso, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice matériaux et procédés chez Safran. Vincent Charlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fabrique de l'Industrie. Jean-Marie Dolot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique et innovation chez Eiffage Infrastructure. Sofiane Keladi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du laboratoire d'ingénierie des fluides et systèmes énergétiques à l'ENSAM. Et monsieur Kamel Azouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le Head of Research Innovation chez Valeo. Alors, première question qui va s'adresser à Anne Barusso. Comment s'organise l'innovation dans votre entreprise et quel rôle jouent les partenariats avec la recherche publique ? Alors, c'est un vaste sujet. Alors, tout d'abord, chez Safran, on a une diversité de produits de haute technologie qui fait qu'il faut évidemment se structurer pour mettre en place toute cette recherche technologique et innovation. Nous avons plusieurs feuilles de route en lien avec tous les produits que l'on peut avoir, qui vont de la propulsion aéronautique, spatiale, les équipements aéronautiques, défense. De fait, on a une quarantaine de feuilles de route, et pour nous accompagner en ça, on a principalement un centre de recherche, Safrantech, qui est organisé assez similaire au pôle que nous a présenté Philippe Véron tout à l'heure au niveau activité des arts et métiers. Et évidemment aussi la R&T se fait dans les sociétés. Alors, si je prends un exemple si je prends un exemple autour des matériaux et procédés que je connais le mieux, les matériaux sont vraiment au cœur de l'innovation et puis des ruptures aussi technologiques qui a pu y avoir au niveau de l'aéronautique. Je prends par exemple l'exemple des aubes de soufflantes que l'on a dans les produits, les moteurs de dernière génération, des avions monocouloirs, famille Airbus A320, Boeing 737 MAX ou C919 de chez Comac. Cette aube de soufflante, elle est en composite matrice organique tissée 3D, donc fibre de carbone, résine époxy, qui est le fruit de longues années de recherche, qui ne se sont pas faits uniquement seulement en interne Safran, mais aussi en collaboration avec certains laboratoires. Voilà, ça c'est un exemple, et ça nous a permis de gagner par exemple 450 kg sur un avion. Alors ça peut paraître faible, mais c'est important, c'est autant d'énergie à mettre en moins pour faire décoller l'avion, par exemple. Et alors, donc, depuis des décennies, on a toujours travaillé en collaboration avec des écoles, avec des laboratoires, parce que, comme je disais, on a une diversité telle de produits, quarantaine de feuilles de route, c'est impossible de pouvoir réaliser toute cette recherche en interne. Il faut aussi travailler en synergie avec toutes les compétences académiques que l'on peut trouver en France et aussi ailleurs.
Personnellement, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, on avait au sein de notre bâtiment un laboratoire d'une grande école d'ingénieurs française. Voilà, donc il y avait vraiment cette proximité, pas promiscuité, hein, vraiment proximité avec cette recherche qui est essentielle. Alors pourquoi elle est essentielle? Parce que ça nous, on se repose aussi pour la partie très amont sur les écoles. On a aussi toute cette volonté, pas uniquement de travailler sur des nouvelles technologies tirées par nos produits, on a aussi cette volonté de faire appel à un petit peu tout ce qui peut sortir par la tête de certains chercheurs, et donc ce qu'on appelle plutôt tout ce qui est recherche push. Et un exemple, l'Opfan tissé 3D RTM, c'est une volonté. Au départ, c'était pas une technologie qui était vraiment tirée par le produit. Elle a été poussée par quelques-uns d'entre nous qui ont eu vraiment cette volonté de poursuivre. Ils ont été suffisamment combatifs pour... voilà, maintenant c'est un produit, c'est plus de 70% de la part du marché, par exemple. Et dans ce qui est important aussi au niveau recherche, donc nous, côté matériaux procédés, on a 10 feuilles de route, et je regardais, hier, on a, donc une de mes missions, c'est d'avoir la meilleure stratégie possible en termes de cartographie des laboratoires avec qui travailler. On a à peu près 70 laboratoires, rien que pour les matériaux et procédés. Bon, il y en a, je compte un laboratoire, par exemple, tous les laboratoires ENSAM ou IRDL comptent pour autant de laboratoires qu'il y a de laboratoires au sein des arts et métiers, par exemple. Il y a cette volonté donc de pouvoir s'inscrire dans la continuité, pas uniquement d'avoir une prestation, il faut aussi que ça soit gagnant-gagnant. Donc l'essentiel, c'est aussi de pouvoir, dans cette continuité, bâtir par exemple des chaires industrielles ou des chaires ANR. Et si on a suffisamment encore de thématiques pour se projeter, aller au-delà et s'engager dans des laboratoires communs. Ça nous permet d'avoir une continuité, pas uniquement sur le temps d'une ou deux thèses, mais vraiment parce qu'on a des développements assez longs quand même, sur des dizaines, vingtaines d'années pour certains de nos produits. Après, c'est des produits qui sont opérés pendant des décennies. Et grâce à ça, on a donc cette possibilité de poursuivre dans nos travaux, et puis aussi pour finir, c'est aussi un vivier de ressources pour Safran, évidemment. Les jeunes chercheurs, doctorants ou ingénieurs, c'est un vivier aussi pour intégrer dans nos entreprises et puis poursuivre dans la continuité, la R&T, pour des montées en maturité plus au-delà de ce qui peut se faire dans les bas niveaux de maturité en école. Voilà. C'est un appel, là ? Non, on a un exemple. On a inauguré il y a 2 semaines un laboratoire commun là, dans la continuité d'une chaire avec l'IRDL, et on a déjà un certain nombre, je crois qu'ils sont au moins 6 ou 8 déjà embauchés dans nos sociétés. Voilà. Pour vous, et pour les plateformes du centre de recherche. Pour vous, Jean-Marie Delot, comment se déroule l'innovation chez FH Infrastructure ? Ça marche ? Oui, il y a l'écho. Nous, on est quand même un secteur un peu particulier, puisqu'on est le secteur du BTP, donc on fabrique des produits uniques. Et donc, l'innovation va se porter plus sur des matériels, des matériaux et des procédés de construction. Donc, bien évidemment, on a nos laboratoires de recherche propres, notamment sur tout ce qui est produits routiers et produits dits cimentaires. Mais on fait aussi beaucoup appel à de la recherche partenariale, notamment au travers de projets, mais essentiellement plus pour développer des procédés de construction ou des nouvelles technologies liées à des procédés de construction. Je pense notamment au béton fibré à haute performance ou des nouveaux procédés de précontrainte où l'efficience, on va chercher l'efficience à la précontrainte sur le béton. Essentiellement, ce qu'on cherche à obtenir au travers de la recherche partenariale ou au travers de projets qui sont type ANR, qui ont été cités tout à l'heure, c'est une accélération du transfert technologique de research to market, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier le plus rapidement possible
des dernières ressources ou des dernières inventions directement en application sur nos chantiers ou nos sites de construction ou dans nos conceptions. À titre d'exemple, ces derniers temps, on est en train de développer un robot, ça va paraître très simple, pour découper du bitume, mais complètement autonome, qui est capable de reconnaître une bouche d'égout, qui est capable de reconnaître une bordure de trottoir, et qui va faire ça à distance et de façon complètement autonome, comme la voiture autonome. Donc le but, c'est d'aller chercher l'ensemble des technologies qui sont liées à la voiture autonome pour les transférer sur des matériels qui nous permettent d'avoir une activité plus efficace, plus rapide, et c'est surtout dans ce cas-là particulier de supprimer la pénibilité pour les ouvriers, que ce soit d'abord physique ou la pénibilité du fait qu'on va avoir des poussières et autres éléments de ce genre. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de projets de ce type-là en cours, essentiellement en recherche partenariale. Un petit projet chez vous, c'est combien de millions d'euros ? Alors ça va de 300 000 euros à le dernier que j'ai en tête, qui est sur la précontrainte, on a dépensé plus de 16 millions. C'est pas mal. On a voulu, justement dans cette table ronde, aussi avoir un petit moment avec Améziane pour parler d'innovation, mais sur toutes les innovations. Et parce que vous avez quand même un laboratoire qui est, je dirais, qui sait parfaitement observer l'ensemble des marchés. Et je voulais avoir votre réaction autour de ces deux premières. Très bien, merci beaucoup. Améziane Oussat, je suis professeur et directeur du laboratoire conception produit innovation à l'ENSAM Paris. Donc c'est un laboratoire où on s'intéresse à l'innovation, de l'idée au produit, et plus particulièrement sur les phases amont du produit, je reviendrai. Alors par rapport aux deux présentations qui nous ont été faites, deux excellentes présentations, et on remarque un point commun entre les deux présentations, c'est qu'on parle d'innovation au sens de la technologie, c'est-à-dire au sens de la rupture. Et l'innovation technologique, certes, elle est très importante, mais pas que. Pas que, parce que ça ne représente pas l'ensemble des innovations qu'on peut trouver. Et aussi l'innovation au sens pluriel du terme, c'est-à-dire la méthode Kanzen, l'amélioration continue des innovations. Quand on parle d'innovation, c'est des innovations d'usage, c'est des innovations organisationnelles, c'est des innovations je dirais, de structures nouvelles. Nous, on s'accorde à dire et c'est un peu notre slogan au niveau du laboratoire, et on dit que 90% des produits que nous allons utiliser dans la prochaine décennie n'existent pas. Donc, il faut innover, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et le deuxième point, c'est, on parle d'innovation, mais quand on parle d'innovation, c'est surtout un levier de compétitivité, l'innovation. Et quand on parle de compétitivité, ça veut dire être capable d'innover le plus souvent et le plus rapidement que la concurrence pour être là. Ça veut dire qu'on arrive à un autre point qui est fondamental en innovation, c'est le fameux time to market. Si vous n'arrivez pas au bon moment avec le bon produit, à l'heure, vous perdez essentiellement énormément de bénéfices, voire des parts de marché. Donc aujourd'hui, la compétitivité, elle se joue également sur le temps et arriver au bon moment. Pas trop tard, parce que là, il y a de la perte. Et si vous arrivez trop tôt, également, le marché, et on l'a vu par exemple avec les lunettes de Google, ils sont arrivés très tôt, mais le marché n'était pas mature, ça n'a pas marché. Donc, réussite technologie ne veut pas dire forcément innovation, réussite. Quand on parle d'innovation, à notre niveau, ça veut dire une réussite. Réussite, ça veut dire répondre aux exigences qui ont été lancées au départ. Et vous savez que, je ne vais pas vous apprendre que l'innovation, c'est aussi beaucoup d'échecs. Ce n'est pas parce que j'ai une idée que je vais réussir. Et de l'ordre, le risque, ou plutôt les facteurs de chance, on s'accorde à dire que l'innovation, c'est entre 15 et 20% les taux de réussite sur les processus accompagnés. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de risques que vous connaissez tous, le risque financier, technologique, maturité de la techno, mais aussi la concurrence, pas assez maîtrisée. Mais aussi, il y a surtout des facteurs de réussite. Et les facteurs de réussite, c'est d'abord l'entreprise elle-même, qui sont deux facteurs internes
qui sont sa stratégie, avoir une stratégie claire, et aussi son savoir-faire technologique, mais également des éléments extérieurs tels que le marché, avec un bon positionnement concurrentiel et un bon système de commercialisation. Donc tout ça nous amène à dire que innover, si on veut innover tous les jours, et si on veut être les premiers, ça ne s'invente pas. Ça veut dire qu'il faut structurer l'innovation. Pour structurer l'innovation, il faut être capable d'optimiser ce processus de conception ou d'innovation avec des outils, des méthodes, et notamment dans les méthodes où on intervient le plus, et c'est l'idéation, c'est les phases amont du processus, c'est là où on apporte une valeur ajoutée. Vous savez bien que de l'ordre quand on est sur un cycle de vie d'un produit, sur les 20% du cycle de vie d'un produit, à la fin de la conception ou à la fin, on engendre 80% du coût du produit. Ça veut dire que les leviers sur lesquels on doit travailler, ce sont les leviers de la phase amont. Et c'est là où on doit développer des méthodologies d'idéation. Par exemple, on travaille sur le biomimétisme, aller dans la science du vivant, pour aller chercher des concepts, et puis après les ramener à la techno, ou encore des éléments, des analyses de tendances. Les tendances, aujourd'hui, quelles sont les tendances, les produits qu'on aura dans 5 ans, dans 10 ans, et il y a toujours des faits générateurs, où il y a toujours des milieux qui sont à la pointe, qu'il faut aller chercher pour essayer d'être innovant. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu cette notion d'innovation, quand on parle de produit, qui peut être un produit matériel, ou qui peut être un produit immatériel, ou qui peut être aussi un produit-service, c'est-à-dire, si quelqu'un parmi vous est venu ce matin en Vélib, il n'a pas acheté de vélo, il a acheté le service, c'est-à-dire de venir d'un point A à un point B. Donc, quand on regarde ces innovations au sens pluriel, il y a déjà 3 niveaux de complexité. Le premier, il est intrinsèque au produit. C'est la notion de plurisensorialité. Un produit, ça a des couleurs, ça a des formes, ça a une odeur, ça a un bruit. C'est cette notion de plurisensorialité. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le wow effect. Pourquoi devant un produit, vous faites wow, c'est celui-là que je vais acheter. Il faut le traduire en éléments ingénieurs, en éléments de conception. Mais il y a également la pluritechnologie. Aujourd'hui, un produit, c'est pluritechnologique. Cet après-midi, on va parler d'IA, on va parler de la fabrication additive, de la réalité virtuelle. Comment toutes ces technologies vont venir enrichir cette innovation et ce processus d'innovation. Après, une fois qu'on a l'idée, c'est aussi sa mise en œuvre. Comment je peux la reproduire en des millions d'exemplaires avec une certaine qualité, avec des procédures. Donc là, c'est aussi la techno, mais la techno, il faut l'anticiper dans les phases amont, et pas la subir à la fin. Par exemple, si je prends la fabrication additive, on va à la fin et on dit comment je vais fabriquer. Mais c'est trop tard. Il faut que cette notion de technologie puisse intervenir en séance de créativité, peut se dire, avec cette techno, quelle forme je peux avoir, quelle pièce que je peux fabriquer que je ne savais pas fabriquer. Et enfin, et qui n'est pas le dernier, c'est la capacité, c'est la problématique, c'est la complexité managériale. L'activité managériale, c'est gérer les équipes, apporter le produit au bon moment, ce fameux time to market qui nécessite donc d'emmener tout ce processus. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est pour vous montrer que l'innovation est un processus global. Ça prend en compte un certain nombre d'idées, donc de l'idée au produit reproductible et aussi prendre en compte ces différents aspects. Ça permet aussi de recentrer un peu notre approche. Si on devait se présenter au niveau du labo, on serait plus des méthodologues que des technologues. C'est développer des méthodes et outils qui vont permettre d'optimiser ces fameux processus qui sont gérés. Et bien sûr, je m'adresse ici, il y a de grands groupes, ils sont outillés, ils ont les structures, ils ont les services, mais également nous avons les PME, PMI qui sont très très nombreuses, ou encore les startups. Elles sont sources d'innovation, elles sont porteuses d'innovation. Il faut être capable de les accompagner et capable d'essayer de les structurer et les outiller. Voilà un peu notre point de vue. Merci. Avec vous, Vincent Charlet, on va parler de la fabrique de l'industrie. Déjà, si vous pouvez nous présenter un tout petit peu la fabrique, mais surtout, vous avez fait une étude mondiale sur la circulation des connaissances et des brevets de rupture. Alors, c'est très connexe, évidemment, à l'innovation. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Et présenter déjà la fabrique pour ceux qui connaissent. Bonjour.
La Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées, un think tank qui a été créé en 2011 par la branche de la métallurgie principalement, et puis très vite après par l'ensemble des branches de France Industrie en fait, et qui se sont dit à ce moment-là, le débat n'est pas au bon niveau de maturité quand on parle d'industrie aujourd'hui dans notre pays, sur sa compétitivité, la désindustrialisation, les délocalisations. Il y a quand même encore beaucoup d'images d'Épinal qui circulent. Et donc la fabrique a ce mandat. On est financé à 100% par ces branches industrielles, par le patronat industriel, mais pour produire à l'attention d'un vaste public des éléments de contenu, donc concrètement des bouquins, hein, mais qui sont reçus comme intéressants et dignes de foi par tout le monde. Ça veut dire que les questions, elles sont posées par l'industrie, et les réponses que nous apportons doivent pouvoir parler aux étudiants, aux syndicalistes, aux élus des collectivités, etc. Donc sur l'innovation, bien sûr, mais également sur le développement de l'industrie dans les territoires, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ici et pas à tel endroit, sur la décarbonation de l'industrie, très gros sujet évidemment, sur l'industrie du futur, etc. Voilà pour la fabrique. Et donc tout ce que nous produisons est disponible sur Amazon ou chez Gibert, mais également gratuitement sur notre site web. Alors, l'innovation. Donc on est là, une communauté qui est formée et de chercheurs et de représentants d'entreprises, avec cette préoccupation, comment améliorer la compétitivité des entreprises qui sont en concurrence mondiale grâce à l'innovation, comment peut-être aussi faire en sorte que dans l'ensemble, l'économie française innove un peu plus, ou un peu mieux, enfin qu'elle soit peut-être un peu moins à la traîne dans les classements internationaux et un petit peu plus en rapport avec l'image qu'on a gardée d'il y a 30 ou 40 ans. Et on est accueilli par un institut Carnot qui représente une modalité particulière, un outil de politique publique qui cherche à activer ce lien entre offreurs de savoir et de technologie et les entreprises demandeuses. Ça n'a l'air de rien, mais enfin, on va se dire, ça paraît intuitif, mais en fait, c'est déjà en soi un parti pris de dire que ça fonctionne comme ça. Cette idée que la connaissance circule comme une rivière depuis les laboratoires jusqu'aux entreprises, elle a été posée comme à peu près une évidence avant d'être prouvée on va dire pendant la guerre et puis ensuite dans l'immédiate après-guerre. Mais dans les années 60-70, 70 surtout, ça a été fortement contesté. Puis 80 aussi pour d'autres raisons. D'une part parce que certains ont dit, les laboratoires, vous êtes bien gentils, mais vous êtes quand même un peu déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'innovation, les grandes innovations post-guerre froide, à commencer par les innovations numériques. Elles sont imaginées par des entrepreneurs qui sont dans leur garage. Le relais est pris par des marchés qui n'ont pas demandé l'avis des universitaires avant d'adopter Internet comme ceci plutôt que comme cela, etc. Donc le marché est moteur d'abord. Et puis il y a eu différentes contestations. Certains dans le domaine thérapeutique ont dit par exemple se tourner vers les laboratoires hospitalo-universitaires, c'est très bien, mais lorsqu'il s'agit de maladies orphelines ou lorsqu'il s'agit de mettre au point des progrès technologiques qui vont être réellement adoptés par les populations locales, méthaniseurs plutôt qu'éoliennes, plutôt que nucléaires par exemple, le savoir universitaire est insuffisant et c'est en fait la demande, la base, le terrain, la société, vous l'appelez comme vous voulez, qui tire le progrès technique par son appétit et par son acceptation, plus ou moins forte selon les modalités. Donc ça a été un courant très, très fort, jusque même dans les années 90, à tel point qu'on a pu se demander, où est le moteur dans cette histoire? On voit bien que nos sociétés évoluent avec des progrès techniques qui sont adoptés et puis d'autres qui sont parfois momentanément, parfois plus définitivement refusés. Mais quelle est la locomotive, quel est le wagon? Donc l'étude à laquelle vous faites allusion, elle reprend des résultats qui montrent quand même que la vision, je vais dire classique,
a beaucoup de fondements. C'est-à-dire cette idée que les connaissances qui sont développées dans les laboratoires universitaires finiront bien un jour par irriguer l'économie, notamment au travers des brevets, et du lien de ce passage particulier qu'il y a depuis les publications scientifiques vers les brevets. Ceci n'est pas une vue de l'esprit, ceci n'est pas un archaïsme, ça existe bel et bien. Et on peut même dire qu'il y a une parentalité indirecte depuis les publications scientifiques qui se citent mutuellement jusqu'au moment où elles sont reprises par des brevets, qui, globalement, capturent l'essentiel de cette production de connaissances que représente le fait de déposer un article scientifique ou le fait de déposer un brevet. Les articles scientifiques qui ne serviront jamais, ni directement ni indirectement, à quelque brevet que ce soit, sont minoritaires. Et les brevets qui ne doivent rien à la science publique, enfin, je veux dire, à la science académique, qu'elle soit financée par le public ou privé, mais même indirectement, c'est pareil. Ces brevets-là sont minoritaires. Voilà. Donc ce chaînage existe et il n'est pas anachronique de postuler et de s'organiser en respectant cette idée que les idées qui deviendront des idées de rupture naissent effectivement, dans la plupart du temps, dans les laboratoires universitaires, évidemment parfois interpellés par la demande et par leurs homologues des entreprises, ça va de soi. Et que ce courant descendant, fluvial, si j'ose dire, a quelque chose de réel. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois qu'on a redéfini ça, ou qu'on s'est bien mis d'accord là-dessus, il y a une deuxième question importante qui est quelle est la géographie de cette circulation des connaissances ? Dans les débats qu'on peut avoir, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de souveraineté, par exemple, c'est effectivement un thème important en ce moment. On raisonne peu ou prou au sein d'une communauté nationale, ou bien parfois européenne, mais on se dit, bon, il faut que les contribuables en aient pour leur argent, il faut que la nation soit souveraine, il faut que, bon bref, il faut que les entreprises et les universités d'un même pays ou d'un même continent renforcent leurs liens et se renforcent mutuellement grâce à leurs talents respectifs. Et ce raisonnement-là, et donc typiquement un Institut Carnot, il a été imaginé dans un ministère, et c'est une formule qui est déployée à l'échelle d'un territoire qui est grand comme la France, d'un pays. Or, là encore, on peut être bousculé de deux manières. D'une part, il y a la question de la maille territoriale, de la maille fine. Pourquoi ? Parce que quand vous vous penchez sur les contrats de recherche qui sont effectivement les contrats partenariaux qui sont effectivement conclus entre un laboratoire universitaire et des entreprises, une grande majorité sont établis avec des entreprises qui sont à proximité immédiate. Ce qui signifie que les raisonnements en termes de pôle, cluster, parc technologique, et quelle que soit la dénomination qu'on leur donne, ont cette pertinence particulière parce qu'ils arrivent à capturer l'essentiel on va dire, de la vie de ces transactions et de cette circulation de connaissances entre offreurs publics et demandeurs privés, industriels. Mais, ce que cette étude montre aussi, c'est que c'est un deuxième débordement. La circulation des connaissances, elle est mondiale. Et c'est pas c'est pas un effet de style de l'affirmer. 90% des articles scientifiques qui sont écrits par des chercheurs travaillant dans les laboratoires français et qui irrigueront des brevets de rupture étrangers. Et en sens contraire, 90% des brevets de rupture qui sont déposés par des déposants français, même s'ils sont déposés auprès d'un office américain, c'est pas le sujet, mais par un déposant qui réside en France, et qui cite des articles scientifiques pour renforcer la recevabilité du dossier, cite des articles scientifiques étrangers. Et ce taux 90-10 dans les deux sens, donc depuis la science vers l'industrie, depuis l'industrie vers la science, c'est pas une particularité française, c'est pas parce qu'on aurait un pont coupé entre notre science et notre industrie, c'est vrai partout, au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Allemagne. Donc, ça veut dire que aussi bien les scientifiques qui publient des articles qui finiront par alimenter le monde industriel, que ces industriels qui se nourrissent de cette science au moment de déposer des brevets de rupture, résonnent à une échelle mondiale, on va dire sur un marché mondial. Donc, on voit bien que ça pose une difficulté
lorsque tous les matins, le ministre me dit « Mais alors Vincent, comment je fais maintenant pour améliorer l'innovation en France ?» Blague à part, la difficulté, c'est qu'on raisonne dans des cadres budgétaires et avec des outils politiques qui sont évidemment conçus pour s'appliquer sur un territoire hexagonal ou éventuellement européen, alors que d'une part, la vie courante des partenariats se fait à l'échelle locale et que d'autre part, et en même temps, et c'est paradoxal mais c'est pas contradictoire, l'information circule sur la planète entière. Il faut réussir à imaginer typiquement des incarnations locales d'un outil comme les Carnot, par exemple, qui ne passent pas à côté de cette circulation des connaissances-là. Ou, pour le dire autrement, et je m'arrêterai là, je pense qu'il faut réussir à abandonner le raisonnement en termes de taux de retour. C'est-à-dire ces raisonnements qui sont un petit peu des réflexes, et pour moi le premier, est-ce que le contribuable en a pour son argent? Est-ce que, enfin, pour 1 euro que je mets dans la recherche, il y en a combien qui tombent dans l'industrie locale? Ou bien, encore une fois, quelle est la part de mes efforts de recherche qui vont bénéficier aux entreprises tricolores, etc., etc., etc. Je crois que si on se laisse guider par ce genre de calcul d'optimisation, on passe à côté du formidable potentiel d'innovation précisément qui est offert par la science mondiale de façon générale. Merci. Alors, justement, avec vous, et là on va un petit peu élargir j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les perspectives et les très très grandes tendances que vous relevez dans vos entreprises respectives, histoire de nous informer un petit peu de... Alors, chez Safran, nos enjeux, c'est magnifique pour les futurs chercheurs et les chercheurs actuels. C'est 2050, zéro émission. Donc ça, c'est une décision de toute l'industrie aéronautique qui a été prise il y a quelques années. Donc ça permet... Alors, comment on va y arriver 2050, c'est demain. Il y a une partie qui va être... on va gagner en utilisant des carburants plus durables, à peu près 50%. Il y a 10% à peu près en optimisant les opérations aériennes. Et puis le reste, entre 35 et 40%, si je retire les 10% de compensation, qui vont être avec des défis. Il va falloir trouver des nouveaux produits, des nouvelles technologies pour permettre de moins consommer d'énergie, de moins consommer de matériaux, de matières premières mises en œuvre, etc. Il faut se rendre compte que depuis le début de l'aéronautique, depuis le début de l'aviation commerciale, on a déjà baissé de 80% la dépense énergétique. Donc là, il va falloir encore faire un saut supplémentaire par rapport à déjà la génération actuelle. Donc il y a des super enjeux en termes de R&T, que ce soit plus d'hybridation, des matériaux, alors hybridation électrique, plus de matériaux plus légers, mais pas que. Il faut aussi des matériaux plus robustes, parce que plus ils sont robustes, moins on peut en mettre en œuvre, donc ça allège aussi les équipements et la structure au niveau avion. Donc ça c'est primordial. Et puis alors ça a un double effet, parce que il y a cet aspect, je dirais, impact environnemental positif, mais il y a un aspect aussi qui peut être souverain, parce qu'un avion plus frugal, par exemple, ou des équipements plus frugaux, moins de matières premières mises en œuvre, ça veut dire aussi travailler à se dire j'optimise aussi mes procédés de fabrication. Donc là, on est vraiment dans le cœur des activités portées par les arts et métiers. Ça veut dire optimiser, mettre moins de matière en œuvre, optimiser la forge, optimiser l'usinage. Ça veut dire aussi développer des nouveaux procédés industriels qui sont pour certains en cours. On pense beaucoup à la fabrication additive, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la fabrication additive, il y a aussi mieux maîtriser certains procédés actuels en les simulant et les modélisant. Et puis, c'est aussi tous les étapes de développement, les optimiser pour mettre moins de matière, moins d'éprouvettes, moins d'essais. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle aussi les boucles courtes. C'est typiquement la continuité là, de la chaire auto-échauffement et du laboratoire commun ICAR, de se dire je vais aller plus vite, je gagne
je divise par 100 le temps d'essai. Voilà. Tout ça, c'est les enjeux. Donc, frugalité, donc impact environnemental moins. Donc, derrière tout ça, évidemment, on a aussi l'éco-conception. Et puis, cette stratégie de mettre moins de matière en œuvre, par exemple, c'est aussi un aspect souverain. Parce que y a l'accès aux ressources et ça passe aussi par le recyclage, mais pas que. Donc beaucoup de choses pour les années à venir et les décennies à venir, en termes de. Jean-Marie, voilà. La feuille de route. Alors, ma feuille de route, elle est un peu compliquée, mais effectivement, elle fait face aux enjeux qui ont déjà été énoncés. Le premier, effectivement, c'est la transition écologique, diminuer nos émissions de CO2. Ça n'a pas échappé que le BTP, c'est pas celui qui en émet le moins. Le deuxième enjeu, qui est aussi très fort, c'est l'enjeu digital, c'est-à-dire comment on traite nos données, qu'est-ce qu'on en fait, du début jusqu'à la fin, parce qu'on construit des infrastructures, mais elles sont exploitées par d'autres et pour des dizaines et des dizaines d'années. Et les derniers enjeux pour nous, c'est aujourd'hui ce qu'on nous demande, c'est la capacité à recycler les matériaux, c'est-à-dire que quand je vais construire quelque chose, il faut qu'à l'issue de ça, quand je vais le démolir ou le réutiliser dans 100 ans, on puisse réutiliser 100% des matériaux. Alors au travers de ça, notre feuille de route, elle est effectivement de trouver ces nouveaux matériaux, ou de trouver ces nouvelles façons. Amaziane l'a bien expliqué, il faut qu'on change notre mode de pensée, donc il va falloir qu'on innove dans notre façon de concevoir un ouvrage, qu'on innove dans notre façon de réaliser nos travaux, tout en faisant la feuille de route de transition écologique et numérique. Amaziane, un petit mot avant de passer à la success story. Je vais essayer d'être très court. Pour répondre, donc, nos ambitions, c'est effectivement ce qui vient d'être dit, c'est d'essayer d'apporter des outils méthodologiques à ces problématiques qui sont apportées, mais c'est également d'aller vers d'autres systèmes ou d'autres éléments qui n'ont pas encore été énoncés. Par exemple, le low-tech. On veut gagner sur optimiser un certain nombre de choses. Et quand on parle de low-tech, ça ne veut pas dire forcément dégrader la techno. C'est de dire comment je peux apporter des solutions qui peuvent, je dirais, optimiser ces problèmes de transition écologique, de consommation énergétique, de répondre à la fonction première, par exemple. Également l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, quand on fait quelques prompts, on a des propositions de produits qui arrivent comme ça. Ça permettrait de faire 15 jours d'un designer en quelques minutes. De se dire comment cette technologie vont pouvoir venir aider l'innovation, la structurer, de telle manière à être force de proposition et d'être force créative. Mais il y a également des sources, des méthodologies qui vont permettre de sortir des sentiers battus, tel que tout à l'heure j'ai cité le biomimétisme, c'est-à-dire aller dans la science du vivant, où il y a des milliers d'années, et puis d'aller voir un peu dans les solutions qui sont apportées, et puis revenir à la problématique industrielle. Ça nécessite de développer et de structurer la pensée différemment et d'avoir des ingénieurs qui arrivent à avoir, ou des chercheurs également, à s'inspirer et revenir à des problématiques industrielles. Et puis, en soi, il y a aussi un produit, c'est la différenciation. Donc, c'est comment aller vers cette différenciation d'innovation, les tendances, comment prendre en compte les tendances, aussi bien sur des aspects technologiques que sur des aspects usage ou que sur des aspects de perception sensorielle. Comment on peut aller vers ces différents aspects, je dirais, scientifiques qui sont basés sur des approches recherche pour venir enrichir et bien sûr garder en soi ce fameux pont qui est fondamental. C'est le lien entre l'industrie et les laboratoires de recherche. Il n'y a pas les chercheurs qui cherchent et il faut qu'il y ait ce lien, partir un peu de ce cercle vertueux, partir de problématiques qui sont énoncées au niveau, je dirais, industriel, où l'université ou le chercheur se l'approprie, monte d'un cran sur des problématiques scientifiques et reviennent un peu à amener des modèles qui c'est un peu ce que j'appelle le cercle vertueux, c'est prendre à partir d'un moment une température
et se l'approprier et ramener et proposer des éléments qui pourront et garder vraiment cette relation de gagnant-gagnant. Voilà. Alors, il y a aussi de très très belles réussites, notamment au niveau des chaires, et on a voulu prendre cet exemple-là d'une collaboration entre le Quart Noir, l'IFS et Valeo, justement pour parler de la manière dont vous avez construit et entamé un chemin ensemble autour de recherche. Je vous laisse vous présenter et qu'on découvre avec vous cette collaboration. Très bien. Sophia Keladi, professeur des universités aux arts et métiers, et je dirige le laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques. Alors, au sein de l'INSAM, nous avons une vieille ou longue tradition de collaboration avec le monde socio-économique, l'industrie. Nous avons le souci aussi de garder toujours un lien fort avec l'industrie, la société et ses applications. Et dans ce contexte-là, nous sommes toujours amenés à avoir des relations industrielles fortes, que ce soit avec Valeo, Safran ou autres industriels. Et dans le cadre de ces collaborations-là, donc on répond à des problématiques au sens, si je reviens à la thématique chaîne d'innovation, à l'innovation, dans cette chaîne d'innovation, nous savons, on va dire, concevoir, nous savons dimensionner, nous savons analyser des performances, optimiser des systèmes, etc. Et pour ce savoir-là, les gens viennent nous voir, les industriels, pour, on va dire, tirer profit un peu de tout cela. Nous, on a aussi à gagner beaucoup dans le cadre de ces collaborations. Évidemment, garder toujours le lien fort avec le réel et ce qui se fait de nouveau dans le monde industriel. Nous permettent aussi, on va pas se mentir, donc nous finançons une partie de nos recherches et de nos ressources via cette relation industrielle, donc ça nous permet de renforcer nos équipes de recherche en termes, on va dire, d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, de doctorants, pardon, et ça nous donne une visibilité aussi par rapport à nos investissements, et ça nous permet aussi de nous équiper, voilà, avec tout ce qui se fait de mieux en matière que ce soit en outils expérimental, mais aussi en matière d'outils de calcul et de logiciels. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu à travailler ensemble avec Valeo notamment, qui sont venus nous voir pour justement répondre à un certain nombre de leurs problématiques. Bonjour à tous, moi je suis Kamel Azouz, je suis le directeur de la recherche et de l'innovation de Valeo Thermique. En fait, au sein de Valeo, nous avons également une feuille de route technologique ou une roadmap à la fois technologique et innovation pour accompagner l'électrification du véhicule, la conduite autonome et bien évidemment la neutralité carbone. En fait, cette roadmap technologique, en fait, elle est calquée à la fois sur d'autres roadmaps, notamment la roadmap des constructeurs, roadmap innovation je prendrai l'exemple également de l'évolution de la chimie des batteries, en fait, dans laquelle il y a une évolution pour répondre à des enjeux environnementaux, des enjeux sanitaires. Du coup, en fait, sur les 10 prochaines années, en fait, on a des briques technologiques qui répondent à toutes ces évolutions et également, en fait, l'aspect réglementaire qui est bien à la fois sanitaire et environnemental. Pour parler, en fait, on va dire, comme vous le dites, de cette success story, elle est dans un véhicule électrique, il y a tout un système de gestion de l'énergie, à la fois pour le confort, pour également pour la gestion de la batterie qui va impliquer l'autonomie du véhicule. En fait, il y a un système qu'on appelle un système de refroidissement qui est là pour en fait prendre soin à la fois du confort au sein du véhicule, de la température de la batterie qui va impacter directement en fait la consommation du véhicule et de son autonomie.
Parmi en fait, les technologies qu'on utilise, en fait, il y a des composants, des systèmes, et dans ces sous-systèmes, il y a un système, en fait, là, on va le présenter à l'écran, en fait, on a prévu une petite vidéo. Ces dernières années, en fait, ou depuis la création du véhicule électrique, nous avons en fait un système qui est bâti sur un système de refroidissement ou un ventilateur qui est typique, hein, un ventilateur axial qu'on peut afficher. Je ne sais pas, vous pouvez activer la vidéo. Si. Et du coup, en fait, avec l'évolution du véhicule, en fait, le passage du véhicule thermique au véhicule électrique, la configuration, vous l'avez tous constaté, hein, la configuration de la face avant en fait du véhicule, elle a complètement changé en fait, parce qu'on cherche à optimiser la performance, l'autonomie et du coup l'aérodynamique. Du coup, ce qui exige des formes complètement nouvelles, d'où en fait cette nouvelle technologie où on est passé d'une configuration en fait axiale à une configuration tangentielle que vous voyez en fait qui n'existait pas auparavant dans le monde de l'automobile. Alors, pour mettre en œuvre en fait cette innovation, cette idée, en fait, il fallait commencer par faire un proof of concept, en fait, on appelle ça, pour voir est-ce que cette technologie peut répondre aux exigences du produit d'un point de vue performance acoustique et aérolique. Et c'est là où Valeo, en fait, dans un premier temps, dans le cadre d'un laboratoire commun, en fait, on s'est mis autour d'une table avec les experts à la fois qui sont liés à la partie aérolique, acoustique, et on s'est appuyé sur cette vraiment expertise turbo-machine où on n'avait pas accès à des outils qui nous permettaient en fait d'adapter cette nouvelle technologie aux besoins du véhicule électrique. Et après, il y a eu toujours en fait des cycles d'innovation, des échanges, un dimensionnement au sein du laboratoire avec les universitaires qui apportent enfin, un design avec la rigueur scientifique, après un retour au sein de Valeo, toujours dans le cadre de ce laboratoire commun où il y a des contraintes industrielles, des contraintes de compétitivité. Et en fait, ce cycle de convergence a donné en fait ce nouveau produit qui répond parfaitement en fait à la fois aux contraintes d'un véhicule électrique et qui apporte un différenciateur pour Valeo d'un point de vue produit en fait qui a une signature acoustique complètement différente et qui répond à des enjeux environnementaux et bien évidemment et qui contribue également à la réduction de la consommation en fait, du véhicule qui va dans le sens de l'augmentation de l'autonomie du véhicule. Alors Sofiane, cette chaire justement, vous avez dit ce qu'elle pouvait vous rapporter pour le Carnot, mais c'est aussi finalement une diffusion totale de l'information. Ah tout à fait, absolument. C'est à partir du moment où on a su répondre de façon efficace à Valeo sur cette problématique-là des ventilateurs tangentiels qui remplaceraient les ventilateurs axiaux que vous connaissez certainement parce que vous avez tous des véhicules, vous savez que dans le système de refroidissement, il y a le radiateur et en face, il y a toujours le ventilateur de refroidissement. Et cette technologie-là, c'est une vraie rupture technologique, une vraie rupture par rapport à l'existant. Oui, ça nous apporte, nous, une nouvelle problématique scientifique qui nécessite de déployer de nouvelles méthodes, des nouveaux outils numériques de dimensionnement et d'analyse des performances, de mettre en place des bons d'essai de caractérisation et surtout d'avoir ce lien-là avec l'industriel qui nous, on va dire, remet sur le droit chemin systématiquement parce que nous, on peut aller très loin dans notre délire de chercheurs, mais toujours on nous dit attention, on ne peut pas produire ceci, on ne peut pas le fabriquer, c'est pas possible, ça coûterait trop cher, etc. Et le fait d'avoir un peu cette possibilité-là et ces échanges, ça nous apporte beaucoup, effectivement.
Je voulais que vous voulez Oui, en fait, réagir. juste pour tout à fait. En fait, je dirais que l'innovation au sein de Valeo, elle s'appuie sur deux grands réseaux. Il y a plusieurs réseaux, mais il y a le réseau industriel et il y a le réseau métier ou le réseau d'experts qui apportent toutes ces expertises fondamentales. Mais en fait, l'apport en fait de cette collaboration ou les échanges avec les universitaires, c'est que quand on a en fait des briques technologiques où il n'y a pas de formulation encore mathématique, en fait, il n'y a pas de validation et au sein de l'industrie, on dispose de moyens de validation expérimentale assez évolués, mais par contre, en fait, il y a des moyens qui sont vraiment au niveau de l'élémentaire, où on ne peut pas se permettre d'investir dans ces moyens-là. Et je dirais que, en fait, maîtriser la phénoménologie à une échelle élémentaire, c'était un très grand apport qui a été fait dans le cadre et au début de cette collaboration et de ce développement. C'est aussi une question d'avoir accès à des moyens qui ne sont pas justifiés au sein de l'industrie. Merci pour ce témoignage. Donc, avoir accès à des moyens. On est vraiment sur les 5 dernières minutes du résumé de cette table ronde. Méziane, je vous laisse officier. Merci beaucoup. Donc, c'est à moi que revient cette synthèse. Tout d'abord, merci à tous les intervenants et puis à leur point de vue. Ce que je retiens, quelques mots-clés. Tout d'abord, la part de nos partenaires industriels. Ce qu'on retient, c'est cette notion de compétitivité, c'est des défis. D'une manière générale, il y a des défis à relever. Être toujours compétitif, la compétitivité va passer par donc effectivement de la recherche, mais aussi des ruptures technologiques. Donc tout à l'heure, effectivement, j'avais parlé qu'il y avait beaucoup l'innovation était très large, mais quand même le cœur reste l'innovation technologique, là où on peut avoir de la rupture pour avoir de l'avance par rapport à un certain nombre de choses. Donc je retiendrai deux éléments. Un, d'abord, je parlerai de top-down et de bottom-up. Top-down, au sens, on peut avoir des éléments qui viennent des directives politiques ou même structurelles ou même industrielles qui donnent des orientations sur des problématiques telles qu'elles ont été citées aujourd'hui, qu'on ne peut pas passer à côté, notamment le problème énergétique, le problème dans l'environnement. Et du bottom-up, c'est ces fameuses briques technologiques qui peuvent partir des laboratoires, des laboratoires de recherche et remonter vers cette approche. Et en gardant toujours une approche, double approche, push-pull, puisque il y a la technologie qui tire, mais il y a aussi le marché dans ces deux sens. Donc il faut arriver à trouver et à continuer à développer ce que j'appelle ce cercle vertueux. Effectivement, aujourd'hui, les entreprises ont leurs problématiques, mais et qu'il y ait vraiment un lien permanent entre la recherche qui se fait au niveau des laboratoires de recherche et puis cette volonté d'aboutir et d'avoir un partenariat qui permet d'aller vers des recherches qui permettent effectivement d'amener un certain nombre de réponses à des problématiques. Aussi, je voulais dire aussi que on est réunis ici, on a un excellent système, puisqu'on est dans un réseau Carnot. Donc le réseau Carnot est là pour pouvoir mettre en œuvre un peu cette problématique. Et puis, je suis de l'ENSAM, donc je vais défendre nos laboratoires. Nos laboratoires de l'ENSAM ont toutes les... il y a 15 laboratoires de recherche. Donc on a aussi les compétences d'une manière générale pour garder ces partenariats avec les entreprises et aussi de continuer à développer et de garder cette compétitivité et être source de progrès et amener vers des innovations qui vont faire un peu, l'avantage de demain. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour vos interventions respectives. On peut les applaudir quand même.